Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Luc Ferry qui murmure et qui marmonne, c'est notre esprit libre du lundi. Luc, j'ai une question surprise pour vous. Ah oui, c'est pas... Qu'est-ce que je vais faire alors c'est question surprise, mais vous êtes concerné par vos anciennes fonctions. Non, mais c'est une question assez sérieuse. Oui. Olivia Grégoire, qui est ancienne secrétaire d'État sous Macron, oui. Au commerce, me semble-t-il, elle prépare une proposition de loi pour rendre la cuisine et la culture alimentaire obligatoire à l'école. Et je suis à la fois partagé parce que moi j'ai eu des cours de cuisine à l'école quand j'étais en 5e ou en 6e, je sais plus, en éducation manuelle et technique, ça s'enseignait déjà. Et en même temps, je me dis, tiens, encore, on va charger la barque à l'école pour apprendre des choses qu'on peut apprendre à la maison. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de place dans la grille. C'est ça, parce que si vous voulez faire de la place dans la grille, parce qu'il y a les cours de maths, les cours d'histoire, les cours de français, etc., les cours de géographie, et donc, si vous voulez faire de la place dans la grille, il faut supprimer 1 heure quelque part. 1 heure, ça représente, il faut avoir les idées en place. Techniquement, ça représente environ 4000 profs. Donc c'est très compliqué de rajouter constamment. On a rajouté la sécurité, l'éducation sexuelle, mais chaque fois qu'on rajoute, on est obligé en fait de caser ça dans une grille qui existe déjà, donc de demander par exemple pour l'éducation sexuelle aux profs de biologie de s'en occuper, pour l'éducation sociale, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, le CJS, on est obligé de demander aux profs d'histoire de caser ça dans son programme. Est-ce qu'il faut confier l'éducation sexuelle aux profs de biologie ou aux profs de français ? Écoutez, ils peuvent se le partager, ils ont le droit de se partager, ou même aux profs de philo, d'ailleurs, si on est en terminale. Ils peuvent s'arranger entre eux, mais on est obligé, en tout cas, de caser ça dans des programmes qui sont déjà très lourds. Donc moi, qui étais président du Conseil national des programmes, je peux vous dire que c'est compliqué à faire. Donc il faut, dans ce cas-là, que le président du Conseil national des programmes, il n'existe plus aujourd'hui, mais refasse les programmes pour faire de la place quelque part, pour à chaque fois, on rajoute un nouvel enseignement. Moi, je suis pas contre l'enseignement de la cuisine, mais cela dit, pour être très franc, je préfère quand même qu'on revienne à l'école primaire et qu'ils apprennent à lire et à écrire, parce que c'est quand même le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est qu'on a 30% de nos enfants qui arrivent en classe de 6e en très grande difficulté de lecture et d'écriture. C'est ça le problème numéro 1, c'est pas la cuisine. Et c'est vrai que si on ne sait pas lire ni compter, on peut pas faire une recette de cuisine correctement. Luc Ferry, on va se transposer quelques années plus tard, on va quitter la petite école, le primaire ou les premières années du collège, et on va arriver à Lyon, à l'Institut d'études politiques de Lyon, à l'époque où vous y enseigniez. Années 80. Dans les années 80, vous avez enseigné dans l'amphithéâtre où Rima Hassan devait prendre la parole et a pris la parole à l'Institut d'études politiques de Lyon. J'avais des élèves formidables, je dois dire, pas du tout. Jamais ils auraient applaudi, comme on voit dans cette vidéo, jamais ils auraient applaudi quelqu'un comme Rima Hassan. J'avais Pierre-Henri Tavoyot, j'avais Éric de Chavannes comme élève, qui est Pierre-Henri Tavoyot qui maintenant dirige le département de philo de Paris 4. Et donc, j'avais des élèves qui étaient des élèves formidables. J'avais une chance extraordinaire. Vous dites qu'ils étaient plus modérés, que ce soit de centre-droite ou de centre-gauche, ils étaient plus modérés. J'avais en face de moi, j'avais 400 élèves, j'avais en face de moi, j'allais dire 60% d'élèves qui étaient sociaux-démocrates rocardiens, et le reste qui était très modérément gaullistes, voilà. Il y avait quand même à l'époque une tradition où des étudiants d'extrême droite et des étudiants d'extrême gauche se donnaient rendez-vous régulièrement pour se taper sur la gueule. À l'époque, ça existait encore. C'était presque un folklore. Ça existait encore, mais c'était archi marginal. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, si vous me permettez ça, parce que on parle d'extrême, voilà, encore tout à l'heure. Et personne ne veut plus de cette appellation. L'extrême gauche dit on veut pas qu'on nous appelle extrême gauche, et l'extrême droite ne veut pas se faire appeler extrême droite. Mais hélas, ils ont raison. Et pourquoi donc ? Je vous explique. La vérité, c'est que quand vous demandez aujourd'hui à Mélenchon qui a été un ministre de Mitterrand. Bon, d'accord. Donc, c'est quand même un socialiste, d'abord et avant tout. Le problème, c'est que si vous revenez aux années 30, donc vraiment à l'époque où il y a une extrême droite et une extrême gauche, la vérité, c'est que ces extrêmes, et même quand vous prenez en 68, Prenez 68. Les maoïstes, les trotskistes, ils veulent prendre le pouvoir par la révolution, par la violence. Ils sont révolutionnaires. Mélenchon n'est pas révolutionnaire. Il veut prendre le pouvoir
par les urnes, par l'élection. Ça n'empêche pas qu'il s'extrémise. Non, il est extrême sur l'échiquier politique parce qu'il est à la gauche du PS, comme le Rassemblement est extrême sur l'échiquier politique parce qu'il est à la droite des LR, d'accord. Mais aucun de ces deux extrêmes, si on les appelle extrêmes à cause de l'échiquier politique, parce que c'est leur place, ils sont aux extrêmes, ne veulent prendre le pouvoir par la violence. En clair, si je vous suis et si c'était je fais... le cas même en 68. Je fais un résumé chromatique. Oui. Les rouges vifs sont devenus rouges pâles et les bleus marines sont devenus bleus. Mais évidemment, tandis que si vous remettez-vous en 68, parce que c'est intéressant en 68, vous avez encore donc des maoïstes ou des trotskistes, ou même des communistes, ou même des verts, même des écologistes, qui ont comme programme un programme révolutionnaire. Souvenez-vous du slogan « Élection piège à con ». Bon, personne ne dit ça aujourd'hui. Et de l'autre côté... CRS-SS. Et CRS-SS. Personne ne dirait ça aujourd'hui. Et vous avez de l'autre côté le GUD et Occident, qui étaient des mouvements révolutionnaires, révolution conservatrice. C'est absolument pas le cas de Marine Le Pen, qui est totalement légaliste et totalement républicaine. Là, on ne parle pas de Marine Le Pen et on ne parle pas de la France insoumise. On parle de mouvements satellites qui leur sont plus ou moins proches mais et qui leur collent au basque comme un sparadrap. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des occasions de manifestation, on va retrouver des Black Blocs, on va retrouver des anarchistes. Oui, ça, ce sont des extrêmes. On va retrouver la Jeune Garde ou équivalent. Et puis de l'autre côté, on va retrouver... de l'autre côté, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quand même des mouvements identitaires, et puis le GUD a quand même ses héritiers. C'est peut-être 3000 personnes en France. Bon. Donc c'est que dalle. Donc ça, ce sont des extrêmes. Ceux que vous venez de citer sont des extrêmes, mais pas le Rassemblement National et pas LFI. Dieu sait que je ne suis pas LFI. J'entendais un représentant des LFI hier, je ne sais plus sur quelle chaîne d'information, et il disait, mais non, nous ne sommes pas des extrêmes à LFI parce que aucun d'entre nous ne veut prendre le pouvoir par les armes ou par la violence. On est républicains. Ça n'est plus action directe. Mais évidemment. Et donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et pourtant, ces groupuscules sont suivis par les services antiterroristes. Ils sont suivis. Laurent Nunez le disait hier. Que ce soit à gauche ou à droite. Ils font attention. Non, à droite, non. Laurent Nunez disait qu'il suivait aussi l'ultra-droite. Non, mais là, il dit n'importe quoi. Ah bon. Parce que à droite, vous n'avez pas... Si vous voulez, LFI a une sympathie pour les petits mouvements qui ont été, comment il s'appelle, celui qui... La Jeune Garde. La Jeune Garde, qui est ex-Jeune Garde, puisqu'il a été aboli il y a un an. Il a été dissous. Il a été dissous. Merci pour la formule, je cherchais le mot exact. Il a été dissous il y a un an. Donc c'est l'ex-Jeune Garde. Ça, ce sont des extrémistes. Alors que Mélenchon a dit, on les aime beaucoup, ce sont des amis, ce sont nos camarades. Là, il dit, j'ai de la sympathie pour les vrais extrémistes. D'accord. Le Rassemblement national ne fait pas ça. Le Rassemblement national, chaque fois qu'il découvre qu'il y a un de ses élus ou un de ses candidats qui tient des propos néo-nazis, se fait virer. Voilà, parce que ils essayent justement d'être présentables et de virer les anciens du Front National. Comment expliquez-vous alors qu'un jeune homme de 23 ans soit mort à la suite par des antifas, d'un lynchage, par des antifas, pas par des LFI, par des antifas, oui, par des antifas, par des antifas. Et eux, là, ce sont des vrais extrémistes. Parce que ce sont... Et en fait, les antifas sont les fascistes d'aujourd'hui. Parce qu'on parlait de fascistes bruns et de fascistes rouges dans les années 30 déjà. Ben, vous avez des fascistes rouges, et c'est exactement la Jeune Garde. Voilà. Donc là, ce sont des gens qui veulent, non pas même pas prendre le pouvoir, ils savent très bien qu'ils le prendront jamais, mais qui considèrent que la violence est légitime. Voilà. C'est pas le cas de Mélenchon. Bon, voilà. Mélenchon, il se met en colère, il a le visage déformé par la haine quand on essaie de... Quand des flics arrivent pour essayer de voir un peu ce qui se passe chez lui. Bon, on se souvient de ces images. Bon, mais Mélenchon ne veut pas prendre le pouvoir par les armes, c'est pas vrai. Donc, me dites pas que je suis mélenchonien, je dis simplement la vérité. Je vous l'ai pas dit. C'est gentil. C'est ça la polarisation. C'est ça la polarisation, c'est-à-dire quand une bataille de rue, enfin non, c'est pas une bataille de rue. Quand un lynchage entre avec des antifas qui tabassent à mort, puisque la mort s'en est suivie. Oui, c'est abominable. Tout ça pour d'obscures raisons politiques, matinées d'ultra-violence. C'est ça la polarisation quand tout cela est récupéré, recyclé dans le débat national. Non, alors d'abord, c'est vrai que là, malgré ce que je viens de dire, LFI a une grande sympathie pour la Jeune Garde. Mélenchon l'a dit, ce sont nos camarades, ce sont nos amis, il l'avait dit il y a un an. Et d'autre part, n'oublions pas que cette violence s'est déclenchée dans le sillage d'un meeting organisé à Sciences Po Lyon avec comme invité Rima Hassan.
Souvenez-vous de ce qu'avait dit Marion Maréchal. Elle avait dit, je cite rarement Marion Maréchal, mais en l'occurrence, je trouve qu'elle avait raison. Elle avait dit, mais Rima Hassan, partez, je n'ai qu'un mot à vous dire, partez, rejoignez les gens que vous aimez, rejoignez les pays que vous aimez, puisque vous détestez la France. Allez donc rejoindre le Hamas que vous adorez, puisque vous adorez le Hamas et que vous trouvez que c'est un mouvement révolutionnaire, un mouvement de résistance. Mais partez, allez chez ces gens-là. Faut-il pour autant imputer la faute à Rima Hassan ? D'une certaine manière. Je me fais l'avocat du diable, hein. Là je fais des efforts. Mais elle est quand même élue, elle est invitée dans une fac, dans des conditions à peu près légales. Le problème, même c'est si que depuis plusieurs années, la bordélisation est au rendez-vous. Oui, mais vous avez aussi des élus, vous avez notamment un élu LFI qui utilisait l'argent du contribuable pour acheter du shit, pour acheter de l'herbe, pour acheter de la drogue. Bon, d'accord, il est encore en place. Ce qui est dingue quand même, je suis désolé, c'est dingue. Donc vous avez des élus, mais le problème de Rima Hassan, c'est que c'est vrai, elle sème la haine partout où elle passe. Et la haine d'Israël, il y a une haine d'Israël qui est devenue absolument exorbitante, voilà. Et donc évidemment, cette haine absolue, ces gens qui répandent la haine, ils ne légitiment pas la violence, mais ils l'engendrent. On légitime jamais la violence, mais la cause, il l'engendre. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un hasard que ce malheureux petit gamin se soit fait massacrer dans le sillage d'un meeting de Rima Hassan à Lyon. C'est pas un hasard, il y a quand même un lien. Luc Ferry, on se donne rendez-vous lundi prochain pour Esprit Libre, c'est déjà fini. C'est trop tôt. Il est 8h54, c'est toujours trop tôt quand vous êtes inspiré. Nous allons nous séparer avec l'air du froid. Tiré de King Arthur de Purcell. Pourquoi l'air du froid ? Tout simplement parce que Franck Ferrand, qui va pas tarder à arriver, va vous raconter une histoire d'expédition au pôle. Voilà pourquoi l'air du froid.